bonsoir à tous. Alors, l'histoire de Valérie pourrait débuter ainsi. Il était une fois une petite fille qui rêvait, la tête dans les étoiles. Un jour, elle contempla Saturne, auréolé de ses majestueux anneaux. Une passion était née et ne la quittera plus jamais. Cette passion, Valérie l'a partagée avec son mari Frédéric, président du club d'astronomie de Douai. Leur souci de l'humain les a conduits vers le bénévolat, tout d'abord par le biais d'animations au sein du club, mais aussi en partageant et promouvant l'astronomie dans les écoles, les lycées et les hôpitaux. Débordant d'idées novatrices, Frédéric a conçu un cadran solaire analemmatique du parc du Rivage Gaillan à Douai et mené à terme le projet de chemin des planètes entre Marc-en-Ostrevent et Freussin. Frédéric s'en est allé vers ses chères étoiles, mais il a insufflé à Valérie une énergie qui l'a transcendée. C'est ainsi qu'elle a repris le flambeau et accepté la présidence du club d'astronomie de la MJC de Douai, entourée d'une formidable équipe d'animateurs bénévoles. Ce statut lui a permis de concrétiser leur rêve commun, celui d'implanter un observatoire et un planétarium non loin du musée Archéos, en partenariat avec la ville. Valérie aime à dire que le spectacle de la voûte céleste à l'œil nu est gratuit, et pour peu que l'on dispose d'une simple paire de jumelles, il est merveilleux. Sa passion l'entraîne dans un tourbillon de création, d'événements, de rencontres, de collaborations, en parallèle à son activité professionnelle. Impossible de tous les noter, mais voilà quelques exemples récents. En 2019, Valérie et Philippe Morel étaient tous deux commissaires de l'exposition intitulée Destination Lune au musée Archéos de Douai, à l'occasion du 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. Philippe Morel est membre de la Société astronomique de France, qu'il a présidée pendant 10 ans, et président de l'Astro-Club de France et fondateur de l'Observatoire Charles Fehrenbach à Priche. En août dernier, on pouvait entendre Valérie dans une émission de France Inter sur le thème « Peut-on encore regarder les étoiles ?» en compagnie de Jean-François Clairvoy, astronaute s'il vous plaît, et François Mottet, directeur de recherche à l'Observatoire de Paris et rédacteur en chef du magazine L'Astronomie, dont Philippe a été lui-même rédacteur. Vous l'aurez compris, Valérie est très sensible au problème de pollution lumineuse, qui a non seulement un impact sur l'observation du ciel, mais aussi sur l'écosystème. L'événement le jour de la nuit est par conséquent incontournable pour elle et son équipe. Son enthousiasme, sa passion et son envie de transmettre sont de formidables propulseurs pour inventer et organiser divers événements, aux seules fins de faire découvrir les joyaux du ciel aux adultes comme aux enfants. C'est ainsi que tous les ans, Valérie perpétue la Nuit des Étoiles, soirée très suivie et appréciée par tous. Malgré un emploi du temps de ministre, Valérie trouve le temps de faire perdurer les actions humanitaires chères à Frédéric, à savoir les ateliers de découverte de l'astronomie dans les écoles et les hôpitaux, pour sensibiliser les enfants et les faire rêver, ainsi que le Téléthon. Fédérée, Valérie est passée maître en la matière par sa gentillesse et son savoir-faire. S'effacer, c'est sa façon de fonctionner pour mettre en valeur ses amis et invités. Mais ce soir, Valérie, tu es à l'honneur et te remercions pour le travail que tu réalises et pour la conférence sur Copernic que tu avais préparée avec Frédéric. Voici une poésie de François Cheng pour terminer. Le sort de la bougie est de brûler. Quand monte l'ultime volute de fumée, elle lance une invite en guise d'adieu. Entre deux feux, sois celui qui éclaire. Bonne conférence. Oui, c'est bon. Moi, je le Donc, vois. C'est bon. donc voilà, c'est parti pour Nicolas Copernic, donc l'histoire d'une révolution. Donc en fait, ce ne sera pas très technique astronomie, hein, c'est surtout l'histoire de Nicolas Copernic et voilà tout ce qu'il a pu apporter dans le domaine de l'astronomie. Donc en haut, vous voyez que c'est indiqué en fait en polonais à Mikołaj Copernic. Donc au travers de cette conférence, on verra voilà, quel est son parcours, où il a vécu, qu'est-ce qu'il a apporté aux théories astronomiques, qu'appelle-t-on en fait la révolution copernicienne et le petit mystère, hein, il n'est pas immense, autour de sa dernière demeure. Donc voilà pour Nicolas Copernic. Donc Nicolas Copernic est né en 1473 à Thorn, à Torun. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, la flèche de la souris, donc c'est ici, un Torun, vers la Pologne. Et donc c'était à l'époque la capitale de la Prusse royale.
Donc il va rester assez longtemps, jusqu'à ses 18 ans en fait, Nicolas Copernic dans cette ville où il va vivre avec ses 2 sœurs et un frère. Donc c'est le cadet de la fratrie. Donc en bas, vous voyez les photos, donc la maison natale à droite de Nicolas Copernic et une statue qui est bien sûr érigée à Toruń en son honneur. Donc c'est ce que vous voyez ici sur la place de Toruń, une belle statue de Nicolas Copernic. Alors il va perdre en fait très tôt son père, donc en 1483, et c'est son oncle maternel, Lucas van Zenrode, qui est le futur évêque de Cracovie, qui sera aussi conseiller auprès du roi de Prusse, et qui va le guider complètement dans son éducation. On dit toujours, la vie est faite de rencontres, et c'est les rencontres qui font les destins. Je pense que le fait que Nicolas Copernic ait eu cet oncle-là avec voilà, les connaissances et le réseau de son oncle et ce qu'il avait envie de faire de Nicolas Copernic et comment il l'a guidé a sans doute extrêmement joué sur tout ce qu'il a pu faire tout au long de sa vie. Donc, le fameux oncle l'envoie étudier à Cracovie, donc en 1491. Donc, Cracovie, il est où Cracovie ici. Donc, Cracovie, ici, vers la petite Pologne. Voilà, donc ça, c'est une photo de l'université de Cracovie. Donc, il est inscrit à la faculté de philosophie. Donc, le programme, bien sûr, à l'époque, est très axé théologique, médical et juridique, puisque ce sont, en fait, on va dire, c'est un tronc commun, mais qui regroupe l'ensemble de ces choses-là et le droit canon, bien évidemment. Donc, ces études à l'université Jagiellon comprenaient les mathématiques, l'astronomie et l'astrologie, puisque l'astrologie, entre guillemets, était le prétexte pour gagner de l'argent et pouvoir financer ce qu'on voulait faire aussi en astronomie, puisqu'en connaissant les astres, cela permettait voilà, de prédire ou en tout cas de jouer avec ce qu'on connaissait en astrologie pour prédire et se faire monnayer en tout cas cette connaissance. Donc à l'université de Jagiellon, quelques siècles plus tard, il y a eu quand même des grands noms, comme par exemple Jean-Paul II qui a suivi ses études aussi là-bas. Donc là, on voit simplement le registre avec voilà, Nicolas Copernic, l'inscription à l'université de Cracovie. Alors, toujours à Cracovie, voilà, encore une deuxième rencontre. Donc, son oncle, et après, c'est Albert Brodjewski, donc, qui est un astronome polonais qui est mort en 1497. Et en fait, c'est lui qui va révéler à Nicolas Copernic sa véritable vocation. Et donc, si Nicolas Copernic, à mon avis, a fait de l'astronomie, c'est parce que ce monsieur-là, très particulièrement, lui a vraiment donné le goût de tout ça. Donc, il découvre pendant ce parcours-là et avec ce monsieur, pendant les études à Cracovie, il constate en fait que le système de Ptolémée est très, très, très complexe, qu'il y a de vraies contradictions et qu'elles exigeraient sans doute une modification approfondie. Donc, on va voir un certain. On va les décortiquer en fait. Je vous rassure, enfin voilà, c'est pas compliqué, mais on va les décortiquer un peu les grandes théories qu'avait développé Ptolémée, et pour voir que c'est quand même très très complexe et même si c'est très ingénieux les différentes choses qui ont pu être développées pour expliquer des choses mais très très complexes et dont on s'apercevra de toute façon plus tard que c'était pas tout à fait la réalité. Donc un petit temps sur Claude Ptolémée, qui a vécu au IIe siècle de notre ère à Alexandrie, et il a notamment rédigé et mis en place en fait l'Almageste. C'est un grand traité qui atteste voilà, qui atteste d'un certain nombre de choses aussi en astronomie. Hop. Donc Nicolas Copernic quitte Cracovie, pardon, et retourne chez son oncle, et son oncle nomme ensuite chanoine à la cathédrale de Francbourg. Donc on voit ici à droite la cathédrale de Francbourg. Donc il suit bien sûr une carrière ecclésiastique, il devient chanoine, mais son oncle
veut qu'il ait un poste supérieur et donc que sa carrière aille plus loin. Donc, il le renvoie de nouveau faire des études et à ce moment-là, c'est en Italie que va aller Nicolas Copernic, à Bologne et à Rome, où il va étudier le droit, puisque c'est, on va dire, un incontournable pour accéder à un poste supérieur dans la hiérarchie ecclésiastique. Et donc, bien sûr, outre le droit, Nicolas Copernic continue bien évidemment à s'intéresser à l'astronomie. Il va d'ailleurs loger chez un astronome, donc Domenico Maria Novara, qui est l'un des premiers à remettre en cause l'autorité de Ptolémée. Donc on pense qu'il était quand même fortement influencé et que les discussions ont dû l'amener à cheminer dans sa pensée et donnera voilà, l'héliocentrisme par la suite. Donc, il va aussi faire, grâce à Domenico Maria Novara, notamment une première observation, on suppose, hein, bien sûr, le 9 mars 1497, celle de l'occultation de l'étoile d'Aldébaran par la Lune. Donc, j'espère que ça fonctionne. Je ne sais pas si ça va fonctionner, en fait. Non, ça ne fonctionnera pas. Je suis désolée, il y avait une animation, mais je pense qu'avec le partage, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, en fait, c'est simplement le passage Aldébaran qui passait vraiment au ras de la crête de la Lune, en fait, ici. Donc, des dommages. Je suis désolée qu'il n'y ait pas l'animation. Mais voilà, c'est en tout cas la première observation de Nicolas Copernic. Donc, toujours à Rome et à Padoue, en 1499, Nicolas Copernic commence à donner des cours, donc de mathématiques. Et l'année d'après, il va donner des conférences sur l'astronomie. Et donc, il observe aussi l'éclipse de lune. Donc, pareil, l'animation, à mon avis, ne va pas partir. Ah, si, elle fonctionne. Donc, une éclipse de lune le 6 novembre 1500. Bien sûr, je n'ai pas filmé l'éclipse du 6 novembre 1500. C'est bien sûr fait par le biais de Stellarium. Donc, ça, c'est une capture et une vidéo avec la date du 6 novembre 1500. Et donc, vous voyez l'ombre qui commence à passer sur la lune lors de l'éclipse. Donc voilà, ça fait, c'est pour dire voilà ce qu'il a vu, normalement ce qu'il a vu le 6 novembre 1500. Donc là, on le voit aussi, l'image qu'on a vue juste avant, c'est en fait, il va aussi obtenir une aide financière. Et donc, pour obtenir cette aide financière, les membres du chapitre, toujours dans le domaine ecclésiastique, acceptent, mais lui demandent de faire des études en médecine. Donc après le droit, il va sur des études de médecine. Bon, l'éclipse est presque terminée, donc je vais passer. Alors, donc il finit ses études médicales à Padoue, et on suppose qu'il a eu le titre, mais en fait, les actes médicaux de l'université de Padoue pouvant l'attester de cette période-là ont disparu. Donc, on ne peut pas affirmer qu'il a eu son titre de médecine. Mais en fait, la représentation qui est à côté est avec, je crois que c'est du muguet, et normalement, cela veut dire qu'il avait le titre en médecine. Donc après, bien sûr, il quitte l'Italie et il repart dans son diocèse. Donc, il devient chanoine de l'évêché de Varmy, donc une institution à la fois politique et religieuse. Parallèlement, bien sûr et bien évidemment, il continue ses recherches en astronomie et fera quelques observations des astres depuis la fameuse cathédrale de Francfort, où il est chanoine. Et c'est l'endroit en fait où il vivra une très très grande partie de sa vie. Alors on pense qu'il n'y avait pas les conditions idéales puisqu'il était au bord de la mer, donc avec les brumes qui peut y avoir par moment. On pense que c'est pas l'endroit et c'était en tout cas pas son dada le plus important d'observer en fait. Donc là, vous avez une représentation. Donc, si vous vous souvenez des photos qu'on a vues juste avant, on peut fortement penser, et ça ressemble fortement, en fait, à la cathédrale de Francfort. Donc là, on y voit le système héliocentrique, donc avec le Soleil au milieu, et bien sûr, ce qu'on va voir après, le système qu'il a pensé Nicolas Copernic, et quelques objets. Et ça, notamment, c'est un triquetrum, en fait, qui permettait de mesurer voilà, l'angle
en visant les étoiles ou les astres qu'on souhaitait observer et mesurer, en tout cas géolocaliser, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est un des instruments qu'utilisait aussi Nicolas Copernic. Et donc ça, c'est une reconstitution voilà, de son bureau, avec le fameux Triquetrum qui est juste derrière. Et le Triquetrum en plus grand, hein, puisqu'on mesurait en visant l'astre recherché, et ça permettait d'avoir la mesure et la position dans le ciel grâce voilà, aux techniques des angles, etc. Alors, donc là, il a fait ses études, il est revenu, il a fait des observations, et il commence à écrire, Nicolas Copernic, donc un court traité sur le fameux système héliocentrique, Commentariolus, mais qui ne sera pas publié avant le 19e siècle. Il est très hétéroclite, hein, Nicolas Copernic. En 1517, il va publier aussi un essai sur la frappe de la monnaie. Donc il ne va pas forcément se faire que des amis, puisqu'il remet en cause le système, et ceux qui pouvaient voilà, se faire de l'argent par rapport au système existant l'ont un peu chahuté, puisqu'ils pouvaient mettre à mal la fortune, ou en tout cas les systèmes érigés à cette époque-là. Alors, il va aussi participer à la réforme du calendrier julien. Donc, au XVIe siècle, le calendrier julien accuse un retard quand même très, très perceptible. Donc, le calendrier grégorien est lui aussi de type solaire. Et donc, c'est notre calendrier actuel, et il corrige le retard que prenait le calendrier julien sur le Soleil, le retard qui a pu atteindre et qui atteignait 10 jours au moment de la réforme, amené par Nicolas Copernic, hein, puisque ils se sont basés sur sur ce qu'a étudié Nicolas Copernic pour aussi faire la réforme de ce fameux calendrier. Donc Copernic participe au 5e concile de Latran sur la fameuse réforme du calendrier julien, et ses travaux furent cruciaux dans cette réforme demandée par le pape Grégoire XIII. Alors, quelle est la différence? En fait, le calendrier grégorien, donc notre calendrier, ne diffère du calendrier julien que par la répartition entre les années communes, donc les 365 jours, et les années bissextiles, les 366 jours. On garde les mêmes choses. Les années bissextiles sont les mêmes calendrier julien, calendrier grégorien, mais pour rattraper, donc année dont le millésime est divisible par 4, hein, les années bissextiles, mais on rattrape le coup, entre guillemets, sur 3 années séculaires sur 4, sauf pour 3 années séculaires sur 4, celles dont le millésime est multiple de 100, sans lettres de 400. Et donc en 1700, en 1800 et en 1900, on était sur 365 jours. Par contre, en 2000, on a bien été sur 366 jours. Et en fait, en jouant, entre guillemets, sur les années bissextiles et les années communes, en fait, ça permet de rattraper le retard et de ne pas en recréer un derrière. Donc voilà, c'est la fameuse règle, 3 années séculaires sur 4, celle dont le millésime est multiple de 100, sans lettres de 400. Voilà pour le calendrier grégorien et la réforme du calendrier julien. Donc en fait, on voit hein, déjà, rien que tout ça, il a déjà fait énormément de choses, et sur plein de domaines, Nicolas Copernic. Et c'est pas fini, puisque bien sûr, il va écrire son œuvre majeure en 1512, De Revolutionibus Orbium Coelestium, donc de la révolution des sphères célestes. Et cet essai ne remet en cause qu'un seul principe, et c'est déjà très, très bien et déjà énorme, le géocentrisme. Donc au XVIe siècle, c'est la théorie du géocentrisme en fait qui est la règle universelle. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est le géocentrisme? En fait, c'est la Terre est immobile au centre de l'univers, tous les astres tournant autour de cette dernière, bien sûr dans un ordre différent de celui que nous connaissons, donc la Terre, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, puisque c'est bien sûr l'influence de l'Église où normalement la Terre et l'homme est au centre de l'univers. Donc c'est de là bien sûr, et ça a été défendu pendant des siècles et des siècles, parce que ça remettait en cause sinon un certain nombre aussi
de choses religieuses et de choses sur lesquelles était bâti un certain nombre de pratiques, de coutumes, etc. Donc c'était un peu dangereux de venir toucher à ça. Donc le fameux géocentrisme, donc avec la Terre au milieu, la Lune, et ensuite le Soleil, bien sûr, qui prend la place de la Terre. Donc là, l'animation, j'espère qu'elle fonctionne. Donc vous voyez, hein, ça tourne, pas de souci. La Terre est au centre. En fait, vous voyez ici ce qu'on appelle, à l'époque, hein, on n'appelle plus ça les étoiles fixes, puisqu'on sait, les CRD fixes. En fait, on pensait que l'univers était complètement fini, qu'il y avait une fin, hein, sinon comment tout ça peut tenir, etc. Donc, en fait, on pensait qu'il y avait une espèce de cercle, ou en tout cas un rempart très fixe pour pouvoir tenir tout le système. Et en fait, les planètes, on les appelait les astrérons à ce moment-là. Donc ça, c'est le géocentrisme. Alors, sauf que pour expliquer dans le géocentrisme, ça devient compliqué pour expliquer le mouvement rétrograde des planètes. Donc Ptolémée, pour pouvoir expliquer pourquoi, en fait, on a l'impression, avec le mouvement rétrograde, que la planète, en fait, comme si elle repartait en arrière, va trouver un système. Donc il suggère la rotation de chaque planète autour d'un cercle dont le centre tourne lui-même autour de la Terre. Et donc c'est ce que Ptolémée appelle et a appelé l'épicycle. Donc voilà, sur un schéma, en fait, vous avez bien sûr la Terre, le fameux cercle qu'on appelle le déférent, et la planète tourne elle-même, en fait, autour d'un cercle, et c'est ce qu'on appelle l'épicycle, en fait. Donc ça donne ça, en fait, ça tourne comme ça. Pour expliquer le mouvement rétrograde, c'est parce qu'en fait, il y a et le déférent et le cercle du déférent et l'épicycle qui fait qu'on a l'impression qu'il y a un retour en arrière. Bon, c'est très ingénieux, hein, comme système et comme explication, mais ça va pas convaincre Copernic. Et il va même plus loin, hein. Donc la Terre n'est pas exactement au centre des orbites circulaires concentriques parcourues par le Soleil et les planètes. Ptolémée suppose que ces planètes décrivent leur orbite à des vitesses variables, mais telles que le mouvement angulaire des planètes soit uniforme par rapport à un point, dit point d'égalité ou équant, symétrique de la Terre par rapport au centre des orbites. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Valérie? Mais en fait, je vais vous montrer dans un schéma, mais en tout cas, rien que par la phrase, on se dit, c'est vraiment quand même très, très compliqué pour expliquer, on va dire, une chose naturelle, mais c'est très, très complexe quand même. Mais je tire mon chapeau pour ce qui a été trouvé comme technique, en tout cas pour expliquer un certain nombre de choses par Ptolémée. Donc en fait, le point équant. Donc on retrouve le fameux déférent. Mais du coup, pour pouvoir expliquer par rapport à la vitesse angulaire, etc., donc on prend le centre du déférent, pardon, j'étais trop vite, le centre du déférent, donc la Terre d'un côté, et le fameux point équant, qui est symétrique du centre de déférent par rapport à la Terre, et qui permet en fait de garder un point, puisqu'il est plus, comme la Terre n'est plus au centre, mais c'est le centre du déférent et le point équant, d'expliquer le petit décalage. Donc, grosso modo, si on schématisait, ça donne ça. C'est un peu particulier, on va dire. Voilà, donc ça, c'est en image les grandes théories de Ptolémée, bien sûr que Nicolas Copernic a remis en cause après. Donc Nicolas Copernic va introduire et commencer à démontrer qu'en plaçant le Soleil au centre du monde, la Terre devient une planète tournant autour de ce dernier. Et donc, bien sûr, l'héliocentrisme est apparu, hein. Mais c'est pas le premier, hein. Nicolas Copernic, c'est pas lui qui a découvert l'héliocentrisme et que le Soleil était au centre de l'univers, mais c'est au centre, pardon, du système solaire. Mais c'est l'un des premiers, voilà, auxquels on pense quand on parle d'héliocentrisme. Par contre, Nicolas Copernic conserve quand même, il ne remet pas tout en cause, hein, Nicolas Copernic, il conserve le mouvement des sphères cristallines et l'uniformité des mouvements célestes. Ce sera que plus tard, hein, que ce sera remis en cause. Alors vous allez me dire, c'est quoi sphère cristalline? Parce que je n'en ai pas parlé. Donc on a vu la sphère des fixes, donc en fait, avec l'univers qui est borné pour qu'il tienne quand même.
Et en fait, les sphères cristallines, parce qu'à l'époque, on n'avait pas idée du pourquoi ça tenait dans l'espace, en fait. Et dans l'imaginaire, enfin, ils avaient imaginé en fait qu'il y avait des plaques, ou en tout cas des choses transparentes sur lesquelles les sphères étaient posées. Et donc, c'est ça qu'on appelle les sphères cristallines. Donc là, le système de Nicolas Copernic, donc bien sûr, avec le centre, au centre, le Soleil, et bien sûr les Mercure, Mars, la Terre, au bon endroit. Par contre, on garde la sphère des fixes. Il ne remet quand même pas tout en cause. Hein. Alors, les arguments de Copernic, parce que bon, on l'a vu, hein, je pense que avec les exemples et la mise en image de ce que Ptolémée avait pensé, on voit bien que c'est quand même très très complexe. Il y en a une multiplicité. On n'arrive pas à quand même comprendre ou à décrire avec précision les phénomènes observés. C'est très complexe enfin, c'est trop complexe en fait. Nicolas Copernic se dit c'est trop complexe. Et voilà, il y a un manque d'ordre, un manque d'harmonie, et ça correspond quand même pas à la réalité de pas mal de choses. Et donc le point coin qu'on a vu hein, avec le déférent, etc., qui viole le principe de l'uniformité des mouvements circulaires par rapport à leur centre, qui est voilà, l'invention de Ptolémée par rapport au point écou. Donc la théorie, si on peut résumer la théorie de Nicolas Copernic, c'est toutes les planètes tournent autour du Soleil. La Terre n'est plus qu'une planète comme les autres, dont la rotation elle-même donne l'alternance jour-nuit. Et pareil, hein, en résumant très très fortement, Nicolas Copernic ne fait qu'un changement, c'est-à-dire qu'il change la place de la Terre et du Soleil, qu'il permute, mais il ne remet pas trop de choses en cause à part ça. Et donc, par contre, il va introduire le modèle de perspective de la rétrogradation de Mars. Donc, on avait vu tout à l'heure l'histoire des épicycles. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc là, vous voyez le Soleil, la Terre et Mars. Donc, en fait, elle ne tourne pas autour du Soleil à la même vitesse. Donc, tout simplement, si on prenait la projection de la Terre et qu'on faisait un point par rapport à la position de Mars, en fait, à un moment donné, comme les deux planètes n'ont pas la même vitesse, la Terre double Mars, et du coup, par rapport à la position dans le ciel, elle vient simplement, on a l'impression qu'elle est en marche arrière, alors que pas du tout. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas la même vitesse. Et donc, cette impression de boucle vient quand la Terre dépasse Mars, tout simplement, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, voilà la fameuse boucle. C'est juste une question de vitesse, en fait. Donc voilà, ça c'était les différentes, l'explication par rapport aux différentes théories vues juste avant. Donc l'idée qui révolutionne quand même, hein, même si c'est pas le premier, hein, je le répète, mais c'est quand même une idée qui révolutionne. Donc en postulant que la Terre n'est plus au centre du monde, bien sûr, Nicolas Copernic va se heurter au mur des réformés, et l'Église n'apprécie vraiment pas du tout cette remise en cause, puisqu'elle remet en cause bien sûr les fondements, j'allais dire presque de l'Église. Et donc l'Église restera encore pendant longtemps ancrée sur l'idée d'un univers créé par Dieu pour les hommes, même si Nicolas Copernic bénéficiera du soutien du Vatican. Mais bon, alors, on peut se dire aussi qu'il était très bien conseillé. Hein. Souvenez-vous de l'oncle quand même qui était très bien placé. Donc, il a dû avoir les bons conseils, et aussi, il a dû être protégé en partie par rapport à son oncle, ce qui a fait qu'il n'a pas subi le même sort que d'autres qui ont eux aussi remis en cause la fameuse théorie géocentrique. Donc, l'un de ceux que ça dérange, donc les luthériens, donc Martin Luther, qui a quand même dit: le fou veut renverser complètement l'art de l'astronomie, mais comme l'enseignent les saintes écritures, Josué a ordonné au soleil de s'arrêter et non à la terre. Donc lui, Martin Luther, veut carrément faire pendre Nicolas Copernic. Alors, on va reparler de Monsieur Luther un peu plus tard, mais en fait, Nicolas Copernic, voilà, quand je dis il est bien conseillé, il a quand même pris
quelques mesures, ou en tout cas c'est couvert dans une préface qu'il a adressée au pape Paul III. Et il explique dans cette préface ses motivations et prend beaucoup de précautions. Je vais vous en lire quelques passages par rapport à la remise en cause du système. En fait, l'une des phrases, c'est je puis fort bien m'imaginer que dès que certaines gens sauront que dans ces livres que j'ai écrits sur les révolutions des sphères du monde, j'attribue à la Terre certains mouvements, ils clameront qu'il faut tout de suite nous condamner, moi et cette mienne opinion. Il va dire aussi, il s'en fallut de peu que de crainte du mépris pour la nouveauté et l'absurdité de mon opinion, je ne supprimasse tout à fait l'œuvre déjà achevée. Aussi absurde que ma théorie du mouvement de la Terre ne paraisse aujourd'hui à la plupart, elle n'en provoquera que d'autant plus d'admiration et de reconnaissance lorsque, par suite de la publication de mes commentaires, ils verront les nuages de l'absurdité dissipés par les plus claires démonstrations. C'est pourquoi je ne peux cacher à ta sainteté que nulle autre cause ne me poussa à rechercher une autre façon de déduire les mouvements des sphères du monde que le fait d'avoir compris que les mathématiciens ne sont pas d'accord avec eux-mêmes dans leurs recherches. Enfin, en ce qui concerne la chose principale, c'est-à-dire la forme du monde et la symétrie exacte de ses parties, ils ne purent ni la trouver ni la reconstituer. Et là, je trouve que vraiment la phrase est très parlante, et pour le coup, il a vraiment fait, enfin, je pense dans cette phrase, il a vraiment résumé la situation. Si par hasard il se trouvait des hommes légers qui, ne connaissant rien en science, voulaient à tout moment faire intervenir l'écriture sainte, et qu'avec elle ils tentent d'attaquer et de calomnier mon œuvre, je dirais que je ne me soucie nullement d'eux et que je considère leur jugement comme de la poussière. Seuls les hommes de science peuvent discuter les vérités scientifiques. Ça, c'est fait. Donc vous voyez, hein, il est quand même très subtil, et aussi dans l'écriture, donc il se protège un peu quand même, et explique le pourquoi de ce qu'il a fait et comment il le fait. Et il le dit quand même très clairement, il n'y a que ceux qui savent de quoi ils parlent qui peuvent discuter de ça, et en aucun cas les personnes d'église en tout cas. Donc voilà, ça c'est une... J'aime bien lire cette préface, parce qu'elle est vraiment très flagrante de ce que Nicolas Copernic appréhendait par rapport à son époque et aux différentes choses qui pouvaient remettre en cause de ce qu'il disait, etc. Alors pourquoi une publication si tardive? Donc en fait, le livre va être achevé beaucoup plus tard, hein, et il sera publié en 1543 à Nuremberg, donc l'année de sa mort. Donc on va dire, en le faisant à la fin de sa vie, il risquait de toute façon plus grand-chose par rapport à certaines représailles. Et en tout cas, si cette publication a vu le jour, c'est grâce à son assistant, Georges Joachim Rhéticus, qui a tout fait, en tout cas qui a gardé des exemplaires et qui a tout fait pour pouvoir le faire publier, en tout cas que ce soit connu à un moment donné. Donc merci à Monsieur Rhéticus pour avoir eu l'idée, en tout cas, de préserver l'ouvrage de Nicolas Copernic. Pourquoi si tardif? Alors, on peut supposer qu'il est perfectionniste. L'imprimerie n'est pas si vieille que ça, l'invention de l'imprimerie avec Gutenberg n'est pas si vieille que ça, donc il y a une certaine méfiance par rapport à ce qui peut être retranscrit. On l'a vu, il ne supporte pas la critique de ce qu'il appelle les frelons, donc les imbéciles ne pouvant pas comprendre. C'est ce qui, en fait, les frelons, c'est ce qu'il évoquait en fait dans sa préface. On peut supposer qu'il n'a pas le temps. On a vu, il a eu diverses, on va dire diverses métiers, en tout cas diverses occupations. Donc sans doute médecin, architecte, administrateur, travail sur la monnaie. Il a aussi été un combattant contre les chevaliers teutoniques. Donc vous voyez, il a vraiment eu une vie extrêmement remplie. Alors, par rapport à la publication, donc en fait, là, vous voyez apparaître l'image d'Andreas Osiander. Donc en fait, c'est un prêtre, et donc il est l'un des chefs de la réforme protestante, mais
il est dans le camp des luthériens qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, qui voulait faire pondre Martin Luther, qui voulait faire pondre Nicolas Copernic. Et ça va vous paraître bizarre ce que je dis, parce qu'il va s'employer justement à publier la révolution le fameux De Revolutionibus Orbium Coelestium. Alors vous allez me dire, mais comment c'est quand même bizarre un luthérien qui fait tout pour que ce soit publié. En fait, dans une préface anonyme, il assimile le système héliocentrique à un instrument mathématique, donc qui sera repris par Galilée. Et en fait, Andreas Osander fait une préface dans les publications pour essayer de démonter en disant que c'est juste un instrument mathématique, mais qu'en fait, il n'y a aucune preuve et qu'il n'y a aucune raison que c'est remis en cause. Voilà, le géocentrisme et la Terre au centre de l'univers. Et en fait, dans la préface, il a dit je publie, mais je vais mettre une préface qui démonte un peu la véracité de ce qu'il y a dans le bouquin. Et en fait, c'est Kepler, hein, au siècle suivant, qui va révéler l'identité de l'auteur de la préface. Donc ce n'est pas Copernic, mais bien Andreas Osiander qui avait fait cette préface pour un peu démonter la chose. Par contre, il y en a un qui ne s'est pas démonté du tout, c'est Giordano Bruno. Donc en fait, il soutient, mais vraiment mordicus, les thèses coperniciennes. Il va même au-delà. En fait, il fait exploser le fait que l'univers soit fini. Pour lui, l'univers est infini et peuplé d'une multiplicité de mondes analogues au nôtre. Donc pour lui, il n'y a pas de sphère fixe, hein. Ça n'existe pas. Donc il va publier de l'infini de l'univers et des mondes. Par contre, lui, il va soutenir jusqu'à la mort sa théorie, mais en allant très très loin. Et donc lui va mourir sur le bûcher, condamné pour hérésie, pour avoir remis en cause vraiment les thèses de l'Église. Ensuite, Thomas Digges, qui lui, dans la parfaite description des orbes, reprend le schéma héliocentrique de l'univers de Copernic, et il va au-delà des sphères fixes, et il ajoute, voilà, il a la même idée en fait que Giordano Bruno, avec un nombre infini d'étoiles éparpillées au-delà, voilà, des sphères fixes. Tycho Brahe, donc là c'est un personnage, un vrai personnage, qui vaudrait à lui tout seul une conférence. Donc c'est un observateur. Par contre, lui, c'est un observateur pur et dur, et il a fait ça tout au long de sa vie. Donc c'est un observateur assidu du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles. Mais lui s'oriente beaucoup plus vers un système géo-héliocentrique. Donc la Terre est au centre du système solaire. La Terre est immobile pendant que les autres planètes tournent autour du Soleil, qui lui-même effectue des rotations autour de la Terre. Vous inquiétez pas, il y a un schéma juste derrière. Donc voilà, donc la Terre, la Lune, le Soleil. Et Tycho Brahe rajoute en fait, voilà, il laisse la Terre au centre, mais avec le Soleil qui est quand même au centre d'un autre système. Donc voilà le système géo-héliocentrique de Tycho Brahe. Donc Tycho Brahe a eu pendant très longtemps à ses côtés Johannes Kepler, qui est voilà, un des grands noms de l'astronomie, donc c'est le disciple de Tycho Brahe. Et il utilise en fait toutes les données collectées par Tycho Brahe pour énoncer les fameuses 3 lois de Kepler et pour calculer les orbites des planètes. Donc il montre que les plans des orbites planétaires passent par le Soleil et non par la Terre. Donc lui remet en cause le géocentrisme. Et on a vu, hein, c'était des cercles, les représentations étaient des cercles, et lui va introduire la notion de trajectoire elliptique, qui est bien sûr ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qui a pu être vérifié. Galilée, bien sûr, donc il va donner raison à Copernic. Donc il a observé les satellites de Jupiter, les phases de Vénus, et donc il met fin au géocentrisme. Lui ne sera pas brûlé, mais sera condamné par l'Inquisition pour son œuvre Dialogue sur les 2 grands systèmes du monde. Il n'a pas été jusqu'au bout, entre guillemets, Galilée, contrairement à Giordano Bruno. Mais en tout cas, il a mis fin au géocentrisme. Alors, pourquoi mystère sur cette dernière demeure? En fait, Nicolas Copernic meurt en 1543, donc à Fromborg, hein, là où il a vécu une grosse partie de sa vie, à l'âge de 70 ans.
Et en fait, c'est le mystère, c'est autour du lieu exact de son inhumation, qui pendant longtemps n'a pas été, on ne savait pas trop où il était enterré dans la cathédrale de Fromborg, avant la découverte des ossements. Donc, la découverte des ossements a permis avec la reconstitution, on va dire, du visage, on peut se dire, voilà, entre la photo Nicolas Copernic et la reconstitution du visage, il y a quand même une très forte ressemblance, en tout cas des traits très marquants qui peuvent nous laisser penser que c'était bien effectivement Nicolas Copernic. Voilà, là c'est la comparaison entre voilà, une peinture en tout cas et la reconstitution du visage avec les ossements. Donc là, c'est quand on a retrouvé les ossements, donc il y a eu bien sûr une cérémonie. Hein. Donc, alors par rapport à ça, par contre, il aurait pu y avoir la piste en lisant en fait les œuvres complètes de François Arago, parce qu'en fait, dans Hipparque et dans les biographies des grands astronomes, François Arago en fait évoque le passage et évoque justement Nicolas Copernic. Donc, je vais me permettre de lire ce qu'a écrit François Arago. Donc, l'empereur Napoléon, en passant par Toruń en 1500, désira recueillir personnellement tout ce que la tradition avait conservé concernant Nicolas Copernic. Il apprit que la maison de l'illustre astronome était occupée par un tisserand. Il s'y fit conduire. Cette habitation de très mince apparence se composait d'un rez-de-chaussée et de 2 étages. Tout y était conservé dans l'état primitif. Le portrait du grand homme était suspendu au-dessus du lit, dont les rideaux de serge noir dataient du vivant de Copernic. Sa table, son armoire, ses 2 chaises, tout le mobilier du salon était là. L'empereur demanda au tisserand s'il voulait lui vendre le portrait du grand homme, qu'il aurait fait transporter dans le musée Napoléon au Louvre, mais l'artisan refusa, car il considérait ce portrait comme une sainte relique qui portait bonheur. L'empereur n'insista pas et respecta cette touchante superstition. En quittant la maison de Nicolas Copernic, Napoléon alla à la cathédrale visiter le tombeau de l'auteur de l'ouvrage sur les révolutions célestes. Le temps l'avait endommagé, l'empereur ordonna les réparations nécessaires et le fit transporter à côté du maître-autel, parce que là, pouvait le voir de tous les points de l'église. Donc les travaux se firent aux frais de Napoléon. Donc en fait, Nicolas Copernic était à côté du maître-autel, et c'est bien sûr là où il a été retrouvé. Alors, il y a eu bien sûr, parce que voilà, il a quand même révolutionné un certain nombre de choses, Nicolas Copernic, même s'il n'a pas tout remis en cause. Donc, les différents hommages donc, qui ont pu avoir en son honneur, qu'il y a pu y avoir en son honneur. Donc, un cratère porte le nom de Copernic, donc 93 km, profondeur de 3760 mètres. Et donc, le voilà ici un peu plus en détail. Le cratère de Nicolas, enfin, nommé Copernic. Un astéroïde aussi découvert en 1934 par monsieur Carl Wilhelm Reymond porte le nom de Copernic. Il y a aussi un cratère Copernicus sur Mars. Et il a même un élément chimique, donc Cn, et de numéro atomique 112, qui porte le nom de copernicium. Il y a aussi des billets de banque à son effigie, il y a eu un certain nombre de choses. Donc là, c'était les hommages principaux par rapport à Nicolas Copernic. Donc là, vous allez me dire pourquoi il y a des différents noms dont j'ai parlé, mais aussi d'autres. Donc on voit bien hein, Copernic, Giordano Bruno, Didier, Brahe, Galilée, Kepler. Mais on a mis aussi, on a mis parce que oui, ça a été écrit à 4 mains, hein, cette conférence. L'invention, on parlait de l'imprimerie tout à l'heure, ça semblait important de pouvoir remettre dans le contexte de l'époque. L'imprimerie, vous voyez, est vraiment très très récente, mais c'est aussi pourquoi Christophe Colomb et Léonard de Vinci, c'est aussi une période où en fait on avait envie de découverte, on avait envie d'aller plus loin, on se disait il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc Christophe Colomb qui est parti pour un long voyage, on va plus loin, c'est vraiment des explorateurs
au sens propre du terme, ou en tout cas aller rechercher beaucoup plus loin et remettre en cause les connaissances de l'époque. Donc on peut présupposer que Nicolas Copernic en fait a baigné dans cette envie qui a été donnée par ces aventuriers, ou en tout cas ces gens qui ont été Léonard de Vinci, voilà, avec les recherches un peu plus poussées dans certains domaines. Donc on peut estimer qu'il a été aussi porté par son oncle, par les rencontres qu'il a faites. Si je résume, en fait, l'orientation que lui a donnée son oncle, la protection que lui a fournie son oncle, la possibilité de faire des études que lui a donné son oncle, euh, enfin, les envies du moment avec la vraie envie de découverte et de remise en question, ont fait que voilà, Nicolas Copernic, à mon avis, a eu ce destin-là et a pu remettre, il est arrivé au bon moment en fait, et a su prendre ce moment-là pour faire avancer et mettre au jour certaines théories et exploser certaines théories, en tout cas remettre la réalité, un peu plus de réalité dans l'observation et dans ce qu'est vraiment le système solaire et son fonctionnement. Alors, je terminerai, c'est l'avant-dernière slide. Donc, je ne vais pas jouer de vinette puisque c'est en visio et que les micros sont éteints, mais le trait de lumière qui éclaire aujourd'hui le monde est parti de la petite ville de Thorn. Ce n'est bien sûr pas une citation de moi, mais d'un certain Voltaire. Voilà, donc c'est vraiment pour souligner, je trouvais que cette citation est très bien à la fin, puisque même, je le redis, c'est pas Nicolas Copernic le premier, mais en tout cas, il a permis de faire avancer. C'est à partir de là où il y a eu quand même de grosses avancées dans le domaine de l'astronomie. Donc, j'en ai terminé avec la conférence, mais par contre, je veux terminer, comme l'a évoqué Marie-Françoise, cette conférence a été faite à 4 mains avec Frédéric Kwasnick qui a fait énormément pour le club d'astronomie de Douai et pour l'astronomie en général sur le Douaisis. Donc voilà, comme ça a été écrit avec lui, je ne peux pas terminer la conférence sans l'évoquer, en tout cas sans le montrer en photo. Et toutes les animations que vous avez pu voir, tous les systèmes, etc., tout ça a été mis en page et remis, voilà, pour que ce soit beaucoup plus clair, les schémas, c'est vraiment lui qui a tout fait. Je remercie aussi, puisque je fais partie de l'Astro Club de France, je remercie aussi Philippe Morel qui a relu avec moi la conférence et qui a apporté des modifications. Donc je le remercie aussi infiniment, Philippe, pour son aide par rapport à cette conférence. Donc voilà, j'arrête le partage, comme ça vous allez revoir et puis vous pourrez parler juste derrière, pas de souci. Merci Valérie pour cette fameuse conférence historique. Et puis,